Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Londres de nouveau frappé donc par le terrorisme hier, je le rappelle, 4 morts, l'assaillant tué, une quarantaine de blessés, dont 3 lycéens français de Concarneau. Le Parlement britannique ciblé en présence de la première ministre britannique, c'est un des hauts lieux de la démocratie européenne qui est visé. Oui, bien sûr, et puis c'est à nouveau un de nos voisins qui est frappé par le terrorisme islamiste, qui a frappé, endeuillé les pays d'Europe ces 2 dernières années. Et la France, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas été épargnée. Ça montre que voilà, le risque existe. Il n'y a pas de risque zéro d'ailleurs. En revanche, ce qu'on devrait appliquer, c'est la tolérance zéro. Et la tolérance zéro, c'est combattre cet islamisme radical, à la fois dans son terrorisme, et mettre hors d'état de nuire tous ceux qui participent de ces filières djihadistes, et puis combattre aussi l'idéologie, parce que l'idéologie islamiste, on l'a laissé prospérer en Europe. Alors, et puis enfin, il faut combattre aussi le phénomène en amont, c'est-à-dire le problème migratoire, parce que la libre circulation totale des biens et des personnes, ça aboutit à la libre circulation totale aussi des terroristes et des armes. Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, on va reprendre ça dans l'ordre. Vous dites qu'il faut évidemment tolérance zéro. Le problème, c'est qu'on est face à un terrorisme, qu'on appelle, c'est l'expression consacrée, même si elle n'est pas très heureuse, terrorisme low cost, c'est-à-dire un terroriste qui déboule avec une voiture, une arme blanche, et qui s'en prend à des passants et à un policier. Comment anticiper une action qui est absolument imprévisible ? Oui, bien sûr, mais c'est exactement ce qui s'est passé à Nice ou ce qui s'est passé à Berlin. Bien entendu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une logistique importante derrière, comme il y avait par exemple dans le cadre des attentats du Bataclan. Donc le problème, c'est de mettre hors d'état de nuire les djihadistes. En général, et je crois que le cas de ce terroriste à Londres ne fait pas exception, ce sont des personnes qui sont parfaitement identifiées par les services de police, par les services de renseignement. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas mis hors d'état de nuire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas derrière les barreaux où ils devraient être. Et je crois qu'il y a eu un laxisme général en France, mais également dans d'autres pays européens. La Grande-Bretagne a laissé grandes ouvertes les portes à l'immigration, elle a laissé le communautarisme prospérer. On voit des prêches d'imams radicaux dans les rues à Londres. On voit même des tribunaux islamiques qui créent une espèce de justice parallèle en Grande-Bretagne. Eh bien, le résultat, c'est qu'on a des islamistes qui prospèrent. Et en France, c'est la même chose. La seule question que pose ce que vous dites, c'est à partir de quel moment on intervient ? À partir de quel moment vous les mettez sous les barreaux? Alors effectivement, le profil de l'assaillant est encore gardé plutôt secret, on va dire, par les autorités britanniques qui veulent pouvoir faire leur travail en toute sérénité, mais vraisemblablement il s'agirait d'un citoyen britannique. Vous parlez d'immigration, de fermeture des frontières, là c'est pas le sujet. Oui, enfin quand même, parce qu'en réalité ceux qui sont même de nationalité britannique ou française, pour ceux qui ont frappé la France, ils viennent de filières d'immigration. Ils sont soit immigrés eux-mêmes, soit issus d'immigration, et pour un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, ils étaient de nationalité étrangère. Je pense par exemple à Nice. Mais ce qui est important, c'est surtout de les mettre en cause sur le bon fondement, c'est-à-dire sur le fondement de l'article 411.4 du Code pénal en France. Je pense qu'il y a un équivalent en Grande-Bretagne, c'est intelligence avec l'ennemi. Et ça permet de les mettre en détention préventive. Et c'est un crime qui est passible de 30 ans de prison ferme. Aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas de volonté politique. On a vu que ceux qui ont frappé la France, oui, bien sûr, ils ont été bénéficiaires du laxisme migratoire et ensuite du laxisme judiciaire. C'est-à-dire qu'ils ont des bracelets électroniques, ils sont condamnés par la justice. Celui qui a frappé à Orly, il y a quelques jours seulement, il avait été 44 fois signalé par les services de police. Il n'avait pas été fiché S, alors qu'il était identifié par les services comme étant radicalisé. Il a passé 15 années de sa vie derrière les barreaux. Eh bien, il n'aurait jamais dû sortir. Il n'aurait jamais dû être en liberté et il n'aurait pas pu commettre une attaque qui, heureusement, n'a pas fait de mort, mais grâce au sang-froid de nos forces armées. La solution, c'est la prison avant, c'est-à-dire avant évidemment le passage à l'acte, mais ce qui est compliqué à comprendre dans ce que vous nous expliquez, c'est à partir de quand on met ces gens-là en détention. Et quand vous avez des personnes qui participent directement des filières djihadistes, c'est-à-dire qui sont en lien étroit, parfaitement identifié, parfaitement clair, avec des terroristes, eh bien, les conditions sont réunies pour les mettre en cause pour intelligence avec l'ennemi. Voilà, ce sont des ennemis de la France. Et la question qu'ils aient la nationalité française ou non importe peu. De toute façon, ils seront dans les prisons françaises. Est-ce que vous craignez pour la période électorale, Nicolas Bay ? Non, en France. Je crois que malheureusement, dramatiquement, ce genre d'événement montre aussi que voilà, la menace reste permanente, que le terrorisme islamiste menace
de frapper notre pays comme pas les plus autres dans pays cette période européens. électorale, qui est un Bien moment sûr, important pour notre pays. Il y a évidemment un risque, et je crois que de manière générale, nos compatriotes vont être amenés à s'exprimer dans un mois au premier tour et un mois et demi au second tour, aussi sur ces questions-là. Qui sera quel candidat sera le mieux à même de défendre la France et les Français contre ce risque terroriste? C'est pas François Fillon qui a désarmé la France, qui a fait des cadeaux au Qatar et à l'Arabie Saoudite, qui soutiennent et financent l'islamisme radical, qui a désarmé nos forces militaires de sécurité, et c'est pas Emmanuel Macron d'ailleurs non plus, qui n'est pas capable de prononcer le mot islamiste, n'est pas capable même de prononcer le mot immigration. Est-ce que vous pensez que la question aussi qui sera posée au moment du vote, c'est qui sera capable donc de lutter contre le terrorisme, comme vous l'avez expliqué, mais qui sera capable aussi de faire en sorte que le pays reste uni dans un moment comme ça? Mais justement, vous ne pensez pas que c'est un sujet aussi? Si, bien sûr, mais l'unité du pays, c'est l'unité justement dans un combat impitoyable contre cette menace, contre l'islamisme, contre le terrorisme, contre tous ceux qui portent atteinte gravement à la laïcité, contre ceux qui portent atteinte à nos valeurs de civilisation. Combat impitoyable aussi contre la stigmatisation? Mais on stigmatise. Qu'est-ce qui vous choque? Il ne faudrait pas stigmatiser les terroristes? Moi, je crois qu'il faut les stigmatiser, les mettre hors d'état de nuire. Je crois que les islamistes n'ont pas leur place, que leurs revendications n'ont pas le droit de prospérer. Et ce qui est insupportable aujourd'hui en France, c'est que si on a de l'islamisme terroriste, c'est parce qu'en amont, on a laissé prospérer l'islamisme comme idéologie. On a des pouvoirs publics qui les ont aidés, qui les ont financés, comme Christian Estrosi, comme Alain Juppé. Qu'ils ont aidés et financés. Bien sûr, qui ont financé des structures islamistes, comme par exemple l'UOIF, qui est proche des frères musulmans. On n'a pas fermé les mosquées radicales, ni de la mouvance salafiste, ni de la mouvance des frères musulmans. Vous allez jusqu'à dire que certains élus de la République ont encouragé les islamistes? Ils ont fait preuve, pour des raisons de clientélisme électoral, de bienveillance à l'égard de groupes qui sont directement rattachés à la mouvance islamiste. Oui, et c'est très grave. On vous laisse responsable de vos propos. Le patrimoine de la présidente du Front National, comme les autres candidats, a été publié par la Haute Autorité de la Transparence de la vie publique. Alors on apprend qu'elle présente un patrimoine de 630 000 € à peu près et 5 millions d'emprunts qu'elle a contractés. C'est un moment désagréable à passer, la transparence, pour vous? Non, pas du tout. Les 5 millions d'emprunts, en l'occurrence, ils ont transité il y a quelques jours, je crois, sur son compte bancaire personnel, parce que c'est l'emprunt qu'elle a contracté pour le financement de la campagne présidentielle. Et je crois qu'il y a d'autres candidats qui sont dans le même cas. Voilà. Bon, je crois que qu'est-ce que vous avez appris sur les autres candidats lors de la publication? Moi, j'ai pas analysé, parce que je pense que la transparence c'est bien, mais il faut éviter le voyeurisme. Et moi, j'ai pas analysé en détail le patrimoine de chaque candidat. Je pense que c'est bien que les choses soient claires, c'est bien que chacun fasse état de son patrimoine. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est évidemment les conflits d'intérêts. Voilà, il y a quand même des choses troublantes quand on voit Emmanuel Macron qui a gagné 3 millions d'euros à la banque Rothschild il y a 2 ou 3 ans et qui apparemment cette somme s'est presque totalement volatilisée. C'est assez inquiétant parce qu'on se dit que inquiétant, pourquoi? Ça veut dire que s'il gère l'argent du pays comme il gère son argent personnel, on sera en faillite. Merci beaucoup Nicolas Bess, c'est à vous William.